parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis que l'on peut écouter sur gilesparent.com, sur Spotify, sur Google Podcast, Balado de Apple et le canal YouTube. De plus en plus de gens s'inscrivent d'ailleurs sur YouTube. On vous salue, c'est là que vous nous écoutez. Et n'oubliez pas, si vous voulez télécharger l'application Parents et Amis sans frais sur le Apple Store. On a un sujet d'intérêt qui touche beaucoup de monde aujourd'hui. Au Québec, la faune et la nature, vous savez, si vous ne savez pas, vous allez le savoir, c'est 303 700 chasseurs, 652 900 pêcheurs, 7 500 piégeurs, 1,6 milliard de dollars de dépenses par année effectuées par les adeptes et c'est au moins 12 250 emplois à temps complet créés ou maintenus grâce aux activités de plein air. Et on ne parle pas du quad, de la motoneige, des autres activités pratiquées en plein air, mais on va en parler aujourd'hui avec notre invité. C'est une mise à jour complète de tout ça qu'on va faire avec l'expert journaliste du Journal de Québec, Julien Cabana. Bonjour, Julien. Bonjour, là, on a fini par se trouver, mon vieux. Nous autres, les gens ne savent pas à quel point, technologiquement parlant, nos deux, ça fait 0. C'est 1 plus 1, mais on fait 0. On n'est pas très fort, hein? Non, on n'est pas très fort. On va éviter ça. De toute façon, quand on va en nature, tu sais qu'on n'a pas tellement besoin de technologie. Et voilà, tu as un très bon point, très bonne façon de le voir. Comment ça va dans l'ensemble, toi? Tu as l'air occupé en tabarouette. Je te lis dans le journal plusieurs fois par semaine, Julien. Écoute, on pense souvent que moi, j'ai des saisons qui sont courtes, précises, Oui. mais je suis à l'abri de rien. Tu sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui font le métier que je fais au Québec, donc tout le monde vient vers moi. Là, j'ai toutes sortes de choses en préparation encore qui s'en viennent. Un cahier de pêche au début de mai au travers de ça, c'est que je n'arrête jamais. On va dire franchement, j'arrête pas, puis c'est le fun. Ça fait que moi, je passe un petit peu mon début de retraite comme ça. Oui, c'est ça, c'est une retraite, on dirait, active, là. Ah oui, c'est le cas de le dire. Parce qu'en fait, je dirais plus que c'est une vraie semi-retraite là-dessus. Mais par contre, c'est ma passion, tout ça, et j'adore ça. Donc, pour moi, je ne travaille pas, je m'amuse. Puis, autre chose, j'imagine, au fil des années, on dit souvent à la blague, il faut que ça serve vieillir. Tu as tellement de contacts, tu connais tellement de monde que ton travail est facilité, puis en même temps, c'est comme d'utiliser tout ce que tu as fait depuis 30-40 ans, puis le mettre au service du monde qui lise. Dans le fond, c'est un peu ça, là. C'est ça que je fais. Écoute, comme tu viens de dire, le 1er mars dernier, j'ai commencé ma 48e année Wow. à écrire dans le Journal de Québec. Donc, c'est sûr qu'au fil de tout ce temps-là, j'ai des contacts dans toutes les régions du Québec, à tous les niveaux, policiers, n'importe quoi, Oui. partout. Je peux parler à qui je veux. Et parfois, je vois des nouvelles où on parle de des choses que moi, je pourrais aider, mais c'est pas je peux pas parler, mais tu sais, écoute, juste une anecdote en passant, Oui. lorsqu'il y a eu les tours jumelles, Oui. malheureusement, au fameux 11 septembre, Oui. bon, on a fermé l'espace aérien, mais ce que j'ai sorti, moi, comme nouvelle, le journal il a complètement capoté là-dessus. Moi, j'étais à la chasse au caribou à ce moment-là, c'est à Rivière-Georges, et les seuls, il y a un avion qui a volé. À partir de la rivière aux Feuilles pour aller vers Shefferville, après ça vers Montréal, c'est que le chef de police de la ville de New York était à la chasse au caribou dans le nord du Québec avec certains de ses membres de sa direction. Ah bon? Alors, ils ont autorisé ça. C'est les seuls avions qui ont volé dans le ciel après l'incident du 11 septembre. Mais moi, par hasard, j'étais là. J'ai rencontré le chef de police. J'ai fait un entrevue avec lui. J'ai fait des photos. Puis j'ai mis ça dans le journal. Comme tu vois, ça peut tout faire, la chasse, la pêche. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Quand on regarde dans l'histoire de la chasse, entre autres, le nombre de premiers ministres, de présidents, de grandes personnalités, on pourrait en faire un podcast de 3 heures, puis on n'aurait pas fini. Là. Il y a tellement de monde qui ont profité de ça. Hein. C'est juste une petite anecdote pour encore une dernière, excuse-moi. Là. Ah, il va y en avoir d'autres. C'est ça. On va revenir à notre sujet. C'est qu'à un certain moment, j'étais dans la région de Sept-Îles où on était parti en hélicoptère pêcher plus haut sur des rivières. Et quand on est revenu à Sept-Îles, on était sur le point d'atterrir. Ils nous ont demandé de rester dans le ciel. Il y a un autre hélicoptère qui rentrait et au sol, je voyais des militaires en rangée, puis je voyais une limousine au bout de ça. Voyons. Je dis au pilote, j'ai dit, c'est ça, cette affaire-là, c'est qui? Il écoute bien ce que je vais te dire là, puis tout le monde va l'entendre. Là. C'était le fils de l'Ayatollah Khomeini qui était venu apprendre à piloter un hélicoptère au Québec. Ben voyons. C'est lui qui était dans l'hélicoptère. Fait qu'on a atterri, nous autres à côté. On avait hâte de ne pas descendre. Je l'ai vu sortir, monter dans les limousine, puis il est parti. Tu sais, c'est ça le Québec, on ne sait pas. Il y a beaucoup d'histoires comme ça avec Puis c'est la assez nature. vaste. Hein? On est d'accord que quand on se met à regarder la densité, on n'a pas de densité au Québec par rapport à l'Europe. C'est grand, les territoires, c'est fou. Les Rockefeller avaient bâti une pourvoirie dans le nord, un camp privé dans le nord des Monts-Valin pour cacher leurs fils, pour pas qu'ils aillent à la guerre 39-45. Avec le temps, c'est devenu une pourvoirie, mais c'était un camp pour ça, cacher les fils, pas qu'ils aient à la guerre.
Il était caché ici au Québec. Tu sais, Puis quand on regarde, écoute, parce qu'on est là-dedans, Julien, quand on regarde l'histoire, mettons, de Baie-Saint-Paul, la Malbaie, tout ça, tu te rends compte qu'il y a eu des grandes familles au 19e siècle puis au 20e siècle qui ont eu des maisons exceptionnelles en bord de fleuve. Puis c'est souvent des gens qui venaient pour profiter de la chasse aussi. À Pointe-au-Pic, là, il y a des maisons là qui sont fabuleuses. Et c'est toujours des grandes familles, tu as parfaitement raison de le dire. Ils profitaient de la pêche, profitaient de la chasse, profitaient du fleuve, des rivières à saumon. Écoute, on a une richesse au Québec que peu de gens connaissent vraiment. Moi, j'ai eu la chance de vivre au travers de tout ça. Et je trouve ça absolument formidable. Et puis, écoute, tu peux donner des chiffres tout à l'heure. Je Oui, suis content. Je suis content qu'un gars comme toi, tu donnes des chiffres parce que ça fait des années que je le dis, moi. Puis, tu sais, oui. au gouvernement, c'est des bons payeurs de taxes, les chasseurs, les pêcheurs, parce que ça rapporte énormément d'argent, ça, au coffre du gouvernement. L'achat des permis, l'achat de matériel. Mhm. Puis là, on peut dépasser, comme tu marquais, la motoneige, le quad, tu sais, on peut tout dépasser ça. C'est des milliards. Vois-tu, dernièrement, j'avais une rencontre avec des gens qui sont représentés à toutes les provinces du Canada dans le cadre d'une rencontre ici à Québec du Conseil mondial de la motoneige. Et puis, il y avait des gens de tout le Canada qui étaient là. Et au Canada, il y a plus d'un demi-million de motoneigistes qui dépensent 9,3 milliards de dollars pour la pratique de leur activité. Wow. Fait que, tu sais, c'est beaucoup d'argent, tu sais, mais, Puis l'autre affaire, en lisant, tu vois que tu vas comprendre que je te lis aussi, Julien, c'est que quand on travaille bien avec tout ce qui s'appelle la biologie puis la ouais, faune, on est capable même de réguler les prises pour être capable d'aider au renouvellement de la nature. oui. Fait que, tu sais, quand c'est fait intelligemment, il y a moyen que la chasse serve bien, ça fasse plaisir à ceux qui vont faire ça, et aussi aider à l'équilibre de la reproduction. Dans le fond, c'est un peu vrai, là. Ben, c'est notre job. Je dis, comme chasseur, c'est notre travail, c'est-à-dire Mhm. d'aider parce qu'une surpopulation, où qu'elle soit, on le voit à Longueuil, ça détruit son habitat, Ouais. ça brise tout. Les animaux, il faut que ça mange, il faut que ça vive, ça ne comprend pas, là. Alors, à un moment donné, il faut enlever certaines personnes parce qu'en biologie, il y a ce qu'on appelle la capacité de support du milieu dans un espace donné. Il ne peut pas y avoir une population plus élevée que tant d'individus, sinon là, on a des problèmes de maladies, de destruction de l'habitat, de tout ça. La chasse, ça sert à contrôler, à aider au contrôle de toutes ces choses-là. Et puis, écoute, avec toutes les générations qui chassent depuis le temps, grâce à ces plans-là, on n'a jamais eu autant d'orignaux qu'on en a au Québec, mais même autant de chevreuils. Le chevreuil, il pousse comme du chien dent présentement. Ça sort de partout, les chevreuils, tu sais. C'est Ouais. parce qu'on On les a fait des protège. choses. Ben oui, on a fait des choses pour les protéger. Bon, Bon, OK, on va. allons-y. On parle quand on parle d'amateurs de plein air, pour toi, ça comprend quoi? Je sais que c'est assez large. Là, on en a parlé un petit peu dans l'intro, mais pour moi, c'est un peu la pêche, la chasse. Mais il faut quasiment rentrer là-dedans. La navigation, les sports motorisés, les sports nautiques, c'est large. Puis la Ouais. randonnée, le camping, tant qu'à y être, le VR. Fait que finalement, le tourisme puis le plein air, c'est large, 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 là. Le plein air, c'est large. Moi, je te résumerai ça rapidement. C'est sur toutes les activités qu'on peut faire à l'extérieur, en nature, ou même maintenant en milieu urbain, que les pistes cyclables, ces choses-là. Pour moi, c'est du plein air. C'est d'aller dehors, c'est de prendre l'air. Le mot plein air, il y a le mot air dans ça, là. Ben oui. Il faut être en plein air. Faut pas avoir de toit sur la tête. Il ne faut pas être pris dans un véhicule. Il faut être en plein air. Fait qu'en plein air, c'est ça que ça veut dire. Tu es dehors. Fait que c'est sûr que ce que tu me dis là, la chasse, la pêche, la navigation, c'est toutes des activités qui relèvent du monde du plein air parce que c'est ça. Ça, c'est très gros. Et beaucoup de gens ont compris qu'ils pouvaient vivre des choses au Québec, dans la nature, faire d'autres choses que toujours aller dans des endroits précis, sortir à l'extérieur. Ils ont été forcés de se créer une vie qu'à faire quelque chose et tout. Puis c'est là qu'ils ont découvert bien des choses. Remarque qu'il y a des endroits qui n'ont jamais été remplis comme ça. Les pourvoiries, ça s'est rempli. Regarde l'île d'Anticosti, la villégiature, c'est Mhm. rempli complètement. C'est une chose qui n'avait jamais été vue pendant la pandémie, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens et les gens ont maintenant du matériel plus sophistiqué. Tu sais, avant, on s'achetait des bottes à vache, comme on dit, puis un imperméable tout croche pour aller dans la pêche ou dans le Ouais, bois. ouais. Aujourd'hui, il y a même une mode dans ça. Tu sais, tout a changé, tout a évolué. Et les outils aussi sont plus faciles, plus simples, plus faciles à trouver. Je veux dire, il y a Et la beaucoup technologie, les d'informations. avancements, la science, ça doit aider aussi là-dedans. Ah, c'est sûr que la science, ça a trouvé tu sais, des choses absolument formidables. Je me rappelle, moi, des premiers temps, il fallait se battre avec une canne à pêche pour réussir à faire un lancer. Aujourd'hui, tu as des cannes à pêche ultra légères que tu vas lancer un leurre à une distance faramineuse que tu ne pensais jamais de le faire parce qu'ils ont modifié la canne, ils ont modifié les fils pour qu'ils se déroulent mieux. Tu sais. Les moulinets sont plus faciles à opérer, même pour un novice. Ça, c'est un exemple pour la pêche. Pour les motoneiges, c'est pareil. On a trouvé différentes techniques.
Même les motorisés, on a fait des motorisés de toutes les grosseurs, toutes les grandeurs possibles, imaginables. C'est vrai. On a vraiment développé beaucoup, puis la science y a fait pas beaucoup parce qu'on a fait des études avant de lancer. J'avais exemple, je faisais une rencontre pour le Pulsar cahier de pêche. On parlait d'une veste de pêche qu'on a pris quasiment 1 an à développer. Ben voyons. Des essais, des tests, ça fait pas. Dans les poches, ça fait pas. Bon, ça ne fait pas assez ventilé. Le tissu ne fait pas. Puis, regarde, ça a pris quasiment 1 an de créer cette veste-là pour arriver à être capable de la vendre au public. Il y a peut-être aussi le fait, Julien, je lance ça de même, qu'il y a des gens qui vieillissent mieux. Donc, avant, on prenait l'exemple de nos parents qui travaillaient à 35 ans chez Bell, prenaient leur retraite, 3 ans après, ils mouraient à 69 ans. Ouais. Mais aujourd'hui, tu as des gens dans le bois à 70, 75, 80 ans en masse. Ouais. Fait que, tu sais, c'est des gens qui ont des moyens pour se gâter un peu. Fait qu'il y a pour eux autres des bidules, j'allais dire des appareils. Les côte à côte, c'est un exemple, puis ça se multiplie. Tu me disais qu'on peut aller même dans des appareils qui vont dans le bois jusqu'à 50, 60 000. Ça peut être de la folie pour certains, mais il y a un public qui maintenant est plus large, qui se gâte, mettons, en bon québécois, là. C'est ça, tu touches un point très important. C'est qu'aujourd'hui, quand on prend sa retraite, on est capable d'avoir financièrement des possibilités, ce que nos parents n'avaient pas. Mm-hmm. C'est ça qui arrive. Tu sais, nos parents travaillaient beaucoup. Ils arrivaient juste à suffire à la famille. Nous autres, on était 6 dans la maison, puis mon père ne gagnait pas des gros salaires. Ma mère ne travaillait pas, fait que tu comprendras qu'on a vécu. Ben oui. On a bien vécu, mais mes parents ne pouvaient pas nous amener faire des voyages, décider ça. Et ça, c'est l'image de notre génération. Mais maintenant, comme moi, là, je suis retraité, ma femme est retraitée, ça fait qu'on est capable à deux de se gâter, de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, que les retraités avant ne pouvaient pas faire. Et la facilité d'accès, tu peux aller partout, tu peux tout faire. Comme tu me parlais d'un côte à côte à 50, 60 000 $. C'est sûr que ça existe. Il y en a qui vont dire c'est fou de s'acheter ça, mais pour d'autres personnes, comme j'ai rencontré, c'est une forme de liberté. Ils se promènent en forêt, ils sont heureux, ils ont le confort qu'ils veulent. Tu sais, il faut s'ouvrir l'esprit et penser qu'on ne peut pas toujours avoir la même chose. Sinon, on vivrait comme dans les films qu'on voit, avec tout le monde est pareil, c'est tous des robots, mais c'est pas ça, là. Mais en même temps, Julien, un côte à côte coûte 60 000. Il y a quelqu'un qui l'a fabriqué, qui a eu une job pour ça. Il y a quelqu'un qui l'a vendu, qui avait une job pour ça. Il y a quelqu'un qui l'a acheté, qui a mis de l'argent en économie pour ça. Il faut le voir aussi positivement, là. Puis si c'est des gens qui font attention à la nature, puis qui font attention de rester dans les sentiers, pas tout arracher, ben il n'y a pas tant de problème que ça, là. Non, c'est un choix. Il faut que les gens... Ce que j'ai beaucoup de misère aujourd'hui, c'est que les gens n'acceptent pas le choix. Tu sais, moi, là, personnellement, je ne mettrais pas 60 000 $ sur un côte à côte. Non. Mais ceux qui le font, je ne leur dirais pas, mais tu fous, puis c'est ça. Pas du tout, je ne parle pas comme ça aux gens. Comme tu viens de dire, c'est un choix. Ils font ce choix-là, tant mieux. Moi, je choisis ce que je veux. Moi, je suis heureux, les autres sont heureux, c'est parfait. C'est comme ça qu'on fait une belle société, tu sais. Surtout après la pandémie qu'on vient de vivre. Absolument. Dis-moi, après, justement, parlant de pandémie, on a de la misère à en sortir, mais ça devient une référence dans nos vies, c'est sûr. On voit qu'après des arrêts forcés, cette année, on a repris les salons chasse-pêche. Dis-moi l'importance que ça a, parce que je sais que les gens les attendaient. Cette année, il y a eu pas mal de monde quand même. Donc, jusqu'à quel point ces salons-là sont comme un fer de lance pour la saison, par exemple? Ben, c'est simple, c'est que les gens avaient besoin de se rencontrer, de toucher aux choses, de discuter. Tu sais, moi, personnellement, quand j'achète un voyage, je ne suis pas capable d'aller sur un site, je n'ai rien contre les compagnies qui le font, là, puis d'aller me booker un voyage sur un site X. Moi, j'ai besoin de rencontrer la personne où je vais aller, de discuter avec elle, de parler à un humain, de s'expliquer. Ben, c'est un peu ça, les salons. Tu sais, les gens se promènent. Bon, là, tu leur montres, voyez-vous la nouvelle chose qu'il y a là? Ben là, il y a touche, il y a regarde, il y a des explications. C'est ça que les gens avaient besoin. Et l'ambiance qui règne dans un salon, c'est ça que les gens voulaient voir. Tu sais. Les gens voulaient vivre ça. T'en as un qui donne des conférences, l'autre explique la peinture à la bouche, l'autre montre des nouveaux motorisés, d'autres montrent des nouveaux campeurs, des boîtes campeurs qui embarquent sur un camion qui arrivent des États-Unis. Tu sais, je veux dire, c'est tout ça. Là. Les gens vont voir des kayaks, toutes les sortes de kayaks qu'il n'y avait pas, même pour la pêche, des destinations, tout ce qu'on veut, tout est là. Fait que c'est comme un grand supermarché et les gens sont comme des enfants, ils se promènent là-dedans. Tu sais, comme un petit enfant qui t'amène dans les rayons de bonbons, là. Puis là, il dit, ben moi, papa, je prendrais celle-là, moi, je prendrais celle-là, moi, je prendrais celle-là. Il goûte un peu, il dit, oui, c'est ceux-là. Ben, c'est un peu ça, là, tu sais. Les gens avaient l'air de des enfants dans les salons. C'est ça qui est le fun, tu sais, Puis ils avaient besoin, puis ils parlent à leurs pourvoyeurs ou ils parlent à leurs zec ou ils vont aller à CEPAC rencontrer les gens des réserves ou des parcs. Tu sais,
C'est ce besoin-là d'échanger. Les Puis gens Julien, avaient besoin de ça. c'est rare de pouvoir faire ça à la même place, tout en même temps. C'est ça l'affaire. Bien, c'est sûr, c'est un supermarché, comme il y avait le salon du bateau dernièrement en même temps. Mhm. Fait que le gars, il pouvait s'acheter des choses, faire ses activités, il traversait au salon du bateau. Puis au lieu de courir chez tous les concessionnaires de bateaux, il y avait toute la même place, hein, qui se promenait, puis il disait, bon, moi, je veux ça. Ah, gardons ça, gardons ça. Finalement, il faisait son choix. Il pouvait même l'acheter sur place. Fait que, tu sais, c'est ça, les salons. C'est ça qui fait que c'est bon. Dis-moi, Julien, sans exagérer, on est sorti de 2 ans assez durs. On en a parlé quelques fois depuis le début du podcast. Ça a été dur pour le moral. Il y a eu la guerre qui est encore en vigueur, Russie-Ukraine, l'inflation, la violence visible au Québec. On passe un moment assez tough, là. On en parle, tout le monde en parle. Quand tu jases avec des chums, ils disent, tabarouette, les nouvelles, le soir, ouvre la TV, un meurtre ici, infanticide là, féminicide là, la guerre. Fait que c'est tough. J'ai l'impression que, je vais avoir ton avis là-dessus, j'ai l'impression que c'est un moment parfait pour reconnecter justement avec la nature, pas pour oublier que ça n'existe pas, mais pour faire autre chose, pour se ventiler. Puis dans les grandes étendues, ben je trouve que c'est une addition souvent de petits plaisirs simples et vrais de la vie. C'est ça la nature. Fait que j'ai l'impression que le contexte favorise ça aussi. Comment tu vois ça, toi? Ben, moi, je trouve que tu as tellement raison parce que présentement, je trouve qu'au Québec, on est devenu une société qui est cynique. S'il y a du cynisme, il y a de la morosité, justement avec toutes ces nouvelles-là qui arrivent de partout. On ne pourrait pas se dire qu'on n'est pas si pire que ça. Quand je regarde les tornades aux États-Unis qui ont détruit des maisons, qui ont tué des gens, je pense à la guerre en Ukraine. Mais ici, on est privilégiés. Puis les grands espaces, on les a. À 1 heure et demie de Québec, tu peux être dans la réserve des Laurentides, dans la réserve de Portneuf, tu vas dans Charlevoix, tu es dans les montagnes, tu peux aller faire du ski au Massif, tu peux aller faire du ski de fond au Camp-Mercier, tu bouges, tu peux bouger, tu peux faire ça. Puis moi, je te dirais que j'ai toujours prôné une chose, j'ai toujours dit que si au Québec, toutes les personnes qui vivent au Québec étaient obligées de passer au moins 1 semaine en nature par année, je te dis qu'on ne vendrait pas mal moins de pilules de dépression, puis on aurait pas mal moins de problèmes. Parce que dans la nature, tout est beau, c'est plaisant, tu t'assois, tu regardes, tu respires les odeurs. Le rythme descend, hein? C'est ça. C'est ça, tu tombes à zéro, loin des téléphones, les fameux téléphones que tout le monde traîne partout, qu'on les voit partout, loin des réseaux sociaux qui te bombardés de toutes sortes de choses. Et comme tu disais, les nouvelles, à un moment donné, j'ai dit à ma femme, après 5 nouvelles, j'ai dit là, je vais trouver une corde pour me pendre parce que ça va tellement mal dans la société au Québec que je ne veux plus vivre ici. Tu sais, ça devient décourageant, tu sais, puis c'est pas vrai que c'est tout noir, c'est tout. Tu sais. De temps en temps, on a des nouvelles intéressantes qui disent des bonnes choses. Il faut encourager les gens. Tu sais, c'est vrai qu'on. Peut-être la pandémie a eu ça de positif, Julien, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a de l'espace au Québec, qu'il y a des choses à voir. Il y a beaucoup de places puis de régions qu'on ne connaissait pas. On va en parler. Je veux qu'on en parle tantôt parce que toi, tu en connais quand même, tu écris pas mal là-dessus. Là, je veux qu'on parle du moment de l'année. Donc, on est fin mars, croisée des saisons. Printemps est arrivé, ça paraît pas trop dans les derniers jours. Au moment où on enregistre, on est le 28 mars, puis on est sorti d'une trentaine de centimètres de neige. L'hiver est pas complètement fini. On est comme à cheval entre le printemps puis la fin de l'hiver. Pour les amateurs de plein air, il y en a plusieurs qui se préparent pour la belle saison. Mais dis-moi, mars-avril, normalement, on prépare quoi? On regarde quoi? Est-ce qu'il faut déjà réserver pour les chalets, les lieux, les lacs? Qu'est-ce qu'on fait ce temps-ci de l'année? La première chose à faire, c'est si on a l'intention d'aller en quelque part, que ce soit la villégiature, n'importe quoi, oui, tu as raison, il faut réserver assez rapidement parce que la demande est importante. Okay. Mais pendant ce temps-là, moi, c'est ce que je fais présentement. Je révise tout mon matériel de pêche, je nettoie mes cannes, je nettoie mes moulinets, je change le monofilament qu'il y a dedans. Tu sais, c'est le temps, là, c'est l'époque où on se prépare, on nettoie, on regarde, on fait l'inventaire, on va se procurer ce qui nous manque pour vraiment être prêt quand ça va arriver parce qu'on est tous pareils. Quand ça commence, on veut s'en aller, on veut partir. Tu sais. Puis pour les amateurs de motoneige, ben, c'est le temps de ranger la motoneige puis de faire une mise au point pour l'été. Puis le quadiste, ben, il faut qu'il reprenne son quad qui, après l'avoir hivernisé, il faut qu'il le mette aux soins du printemps, ça s'est changé ses huiles, ses pneus, tout ça. Il y a des entretiens comme ça. C'est là qu'on est. Là. On est dans ce temps-là de l'année, là, vraiment, là, les préparatifs. Mais tu sais, même les vêtements, il faut regarder nos vêtements, il faut aller acheter ce qu'il nous faut. C'est ça qu'on vit présentement. En tout cas, moi, je pense que tous les amateurs de plein air, c'est ce qu'ils vivent présentement, parce qu'on est entre deux. Tu as raison de dire qu'on est entre deux saisons. C'est un peu comme préparer un voyage, dans le fond. Même si c'est des petits voyages d'une fin de semaine, d'une journée, c'est que tu prépares. La planification est souvent intéressante. On pourrait faire ça, on pourrait faire ci, on pourrait peut-être là. Essayons de réserver là. Fait que tu sais, t'as ça, puis après ça, tu le vis, puis après ça, tu n'oublies jamais ça. Fait que tu sais, même si tout le monde aime voyager. Fait
Fait que d'une certaine façon, aller, mettons, un 3 jours en Gaspésie, un 4 jours sur la Oui. Côte-Nord, c'est un voyage. Il est juste différent, mais c'est un voyage. C'est ça, c'est un voyage. Puis, tu sais, il faut tout se préparer. Moi, personnellement, j'ai ce que j'appelle une petite boîte à malice que je traîne toujours dans mon auto, dans laquelle j'ai les couteaux pour faire à manger, j'ai des épices et des huiles, j'ai toutes sortes de petites choses comme ça. Là, ça va être ça que je vais faire bientôt. J'achète tout ça, je mets ça dans ma boîte. Quand j'arrive à un endroit, à pêche, n'importe quoi, je veux me faire telle chose, j'ai ce qu'il me faut dans ma boîte. Elle sert-tu Ça, ta boîte au moins? Elle sert? tout le temps. OK. Elle sert tout le temps, je la vide à toutes les saisons. Parce que c'est des tartares de truite, parce que c'est vraiment là, du poisson de toutes les façons possibles. Quand on est à la chasse au petit gibier, on se prend des perdrix, puis on les arrange, on les mange. Tu sais. On a toujours besoin d'avoir des choses. Puis souvent, dans les camps ou dans les chalets, ben écoute, il y a des choses, mais il nous manque. Ben ça. oui. Puis nos épices, tu sais, bon, moi, je me fais un sac avec mes petites épices que j'aime. Tu sais, c'est des. Un petit pot d'huile d'olive. C'est ça, de l'huile d'olive et de l'huile de pinot parce que c'est ça que pour la cuisson, c'est meilleur, tu sais. Ouais. L'huile d'avocat, c'est des choses comme ça. Je traîne ça avec moi. Puis c'est toujours. Ce qu'on veut pas que tu traînes, là, avec ce que tu nous as dit tantôt, c'est une corde. Non, ça, j'ai dit ça. Non, je comprends que c'était de l'ironie. C'était de l'ironie, ben oui. C'est de l'ironie parce que je trouve qu'on devrait dire qu'on vit pas on n'est pas dans un goulag au Québec. Là. On vit dans un pays. Il y a pire, c'est ça que tu dis. Il y a pire. Puis apprécions-le. On va vider la question de l'hiver 22-23 si ça ne te dérange pas. Oui. Alors, motoneige. Commençons par le motoneige. Ma perception de néophyte, c'est que la saison est courte en tabarouette. Moi, si on me demandait de mettre 20 000 sur le motoneige, je dirais pour 2 mois, je suis pas sûr. Mais par contre, ça marche pas mal. Est-ce que c'est vrai, ça? Écoute, c'est une question de passion. Les motoneigistes, c'est des passionnés, Okay. au même titre que les motocyclistes sont des passionnés. Ouais. Oui, la saison peut être courte. Cette année, ce qu'on a vécu, c'est une saison en dents de scie. Ça commence, ça arrête, ça commence, ça arrête. Là, il n'y a plus de neige là, il y en a là. Les cours d'eau n'ont pas gelé parce qu'on n'a pas eu de grand froid. C'est sûr que cet hiver, moi, je dirais, dans l'ensemble, c'est une saison qui est bien, mais elle ne passera pas à l'histoire. Ça, Okay, je comprends. Je suis bien d'accord avec toi parce que, mais même, tu vois, présentement, ici, dans la région de Québec, c'est fermé pour la plupart des endroits. Okay. Par contre, dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, ça va durer encore une semaine. Au Saguenay, dans les Monts-Valin, il doit y avoir de la neige, là? Dans les Monts-Valin, il y a de la neige chez eux. Mais par contre, c'est drôle parce que cette année, il y en a eu moins dans les Monts-Valin qu'ailleurs. En Gaspésie, non, chaque année. Gaspésie, c'est épouvantable. La Gaspésie, regarde, c'était un parc à neige, c'est le cas de le dire, parce qu'ils sont envahis par la neige. Puis c'est pour ça que présentement, les amateurs de motoneige qu'ils font, c'est la remorque, puis on descend le plus proche possible d'un sentier. OK. Rimouski, Gaspésie, puis on s'en va Matapédia. Là, il y a de la neige. Ça, c'est super. Puis vers le nord du Nouveau-Brunswick, là, c'est très beau. Est-ce que, pour la motoneige, je te pose des questions que toi tu connais, dont tu connais les réponses, mais est-ce que les fameux droits de passage là, se sont amoindris? Parce qu'on disait que pour les motoneigistes, souvent c'était compliqué de passer à certaines places où les agriculteurs trouvaient qu'il y en a une couple qui était... Écoute, il y a eu des problèmes pour les droits de passage avec les agriculteurs, avec raison. Parce qu'il y a des gens qui étaient effrontés puis ils faisaient du vagabondage. Pour moi, c'est des filous. C'est une noblesse. Des colons qui s'en allaient, qui sortaient des sentiers, c'est ça. C'est ça. Mettons, parce que lui, un agriculteur, un propriétaire terrien qui te laisse passer, lui, il te laisse passer sur un secteur donné où il n'y aura pas de dommages au printemps quand la neige va partir. Ouais. Alors, si tu sors de là puis tu t'en vas jouer dans des plantations puis partout, tu brises tout, c'est sûr que lui, il va venir le feu au cul, comme on dit au Québécois, puis il va couper le droit de passage. C'est ça qu'on appelle du vagabondage. Les gens sortent. Heureusement, cette année, il semble y avoir eu une baisse dans ça, mais il ne faut pas les lâcher parce que, tu sais, les gens sont fous. Ils sortent là dans le sentier, ils sont dans un champ. Oh, il y a de la belle neige, je vais aller là. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Tu es en train de briser des récoltes et briser des plantations qu'il faut faire perdre de l'argent au propriétaire, puis le gars, il va se choquer parce que, regarde, souvent, là, terminé. Regarde, un droit de sentier qui est coupé sur peut-être, je te dirais, un demi-kilomètre, ça veut dire que le club va être obligé de faire un détour de 10-12 kilomètres pour rejoindre les deux bouts du sentier. C'est aussi fou que ça. Là. Les gens ne pensent pas. Là. Ouais, c'est vrai. Il faut penser collectivement. Là. Quels sont les plus beaux endroits pour rouler en motoneige au Québec? Est-ce que ça demeure la Gaspésie ou... Écoute, chaque région a son charme. Moi, j'ai roulé partout. Puis je peux te dire qu'à chaque fois, j'ai trouvé quelque chose de différent. OK. Si tu vas dans Chaudière-Appalaches, c'est la beauté des décors. Tu te promènes d'un village à l'autre, dans les Appalaches, tu es dans la plaine du Saint-Laurent. Si tu descends vers la Gaspésie, ben là, tu as tout le bas Saint-Laurent qui est super. Tu as des accès partout. Si tu prends le tronçon Monk qu'on appelle, c'est un ancien chemin de fer, tu roules pendant des kilomètres en ligne droite. Puis là, tu arrives en Gaspésie, dans les Chic-Chocs, c'est des décors fabuleux. Mais si tu restes au nord, puis tu passes par la Troie, ici au nord, là, tu te promènes dans les montagnes, dans les Laurentides, tu vas dans la réserve des Laurentides, tu vas vers le lac Saint-Jean, tu vas vers le mont Pica. Sur le mont Pica, ils ont fait un observatoire fabuleux où tu vois une image sur les Laurentides. Tu sais. La motoneige, c'est l'outil numéro 1 pour t'amener vers des décors
puis des choses fabuleuses. Encore faut-il que les gens gardent leur tête Oui. et roulent intelligemment en respectant leurs limites et surtout en évitant l'alcool qui cause encore des problèmes, Ben oui. malheureusement. C'est Mais quasiment je pense un que accident ça- sur deux en motoneige, il y a de l'alcool. Ah, C'est plate en c'est bois. sûr, La c'est vitesse sûr. puis l'alcool. Mais c'est un peu comme l'automobile, mais c'est encore pire, je pense. Tu sais, il y a le sentiment dans le bois, on est relax, petite fin de semaine, on prend un petit verre. C'est sûr que c'est pas tout le monde. Là. Faut pas Écoute, mettre... conduire une motoneige, là, Gilles, ça prend toutes tes facultés parce que tu sais jamais ce qui peut arriver. Tu t'arrives dans une courbe, il y a une plaque de glace, il faut que tu t'aies assez de la présence d'esprit T'as d'agir raison. en fonction T'as raison. de ne pas faire ça. Tu sais, si tu arrives dans un sentier, d'écoute, tu te mets à frapper des bosses, puis ta motoneige elle se déplace de gauche à droite, il faut que tu aies l'esprit pour la contrôler, quoi Ouais, faire avec. Exactement. Tout change. Tu passes, c'est un beau sentier, tu arrives, il y a C'est neigé, glacé, là, tu là, tombes oui. dans la neige molle, c'est glacé. Fait que, tu sais, tu peux jamais perdre de l'esprit, puis sans compter que les sentiers de motoneige, ça rencontre. Hein. Ça fait que tu peux arriver dans les coins, Ah oui. il y en a un qui arrive trop dans le large, il s'en vient face à toi, il faut que tu aies la faculté d'être capable de réagir à ça, ça se fait. Là. Mais c'est sûr que l'alcool, là, comme au volant. Ah comme oui, n'importe même où. chose. Est-ce que c'est une industrie qui va bien, la motoneige au Québec? Oui, c'est une industrie qui va bien, les gens sont contents, puis les touristes là, qui viennent d'Europe, de partout, sont de retour, ça a bien été cette Ça, c'est une année. bonne nouvelle. Les Américains commencent à revenir aussi. Les Américains rentrent beaucoup par Chaudière-Appalaches, par le Maine, le Vermont, tout ça, ça rentre par ce coin-là. Et les Ontariens aussi viennent beaucoup au Québec, par l'Outaouais. Non, ça va bien. Là. OK. Je veux dire, écoute, on ne peut pas se plaindre, ça va Et bien. au Québec, dans le fond, c'est une fierté. La motoneige a été inventée ici au Québec. Mais est-ce que, je sais qu'au fil du temps, les Japonais sont là-dedans, tout ça, on a compris, là, mais est-ce qu'on améliore pas mal ces véhicules-là au fil du temps? Ah, écoute, ces machines-là, c'est rendu vraiment différent. Moi, quand j'ai commencé, probablement comme toi, tu en as fait quand La on petite était jaune jeune. de Bombardier? Ouais, là? la petite jaune avec un 8 forces ou un 10 forces, le carburateur dans le nez, tu sens le gaz, tu frappais là-dessus avec un marteau pour le dégeler, tu sais. C'est tout passé ce temps-là. Aujourd'hui, tu as même t'as tout ce qui est chauffant possible. Après ça, tu as des directions assistées ces machines, power steering pour dire en bon français, tu sais. La suspension est superbe maintenant. Écoute, tu as tous les types de suspension dépendant du genre d'activité que tu veux faire. Si tu veux aller en forêt, si tu veux être dans le sentier, tu as toutes les suspensions. La consommation a diminué énormément pour les moteurs d'aujourd'hui, avec aussi le fait qu'on avait avant ça, tu sais, on mettait de l'huile, puis ça. Ouais. Aujourd'hui, ça brûle, puis c'est contrôlé. Les machines, on est passé, je te dirais, de l'âge de pierre quasiment sur la Lune. Tu sais, c'est changé autant que ça. Là. Est-ce qu'on va aller plus loin comme l'auto? Est-ce qu'éventuellement, tu penses qu'on va aller dans l'hybride ou dans l'électrique? Bon. Cette année, on a BRP Skidoo qui a sorti une première motoneige électrique. On a déjà aussi la compagnie qui fait des motoneiges électriques depuis des années et qui veut sortir du rang. C'est une compagnie qui veut se faire une usine à Shawinigan. Puis là, je veux dire le nom, puis ça m'échappe, mais écoute, ça fait longtemps qu'eux autres font des motoneiges électriques. Alors oui, on est rendu là, on s'en va là. Et Bombardier a dit, comme Polaris s'en vient, écoute, BRP a acheté une usine de moteurs électriques en Autriche. Polaris en a acheté une aux États-Unis. Alors là, tu dis, ça veut dire que ça s'en vient. Puis tu as maintenant des motoneiges, des quads hybrides, des quads électriques. Oui, on s'en va vers là. Est-ce que tu voulais parler de Taiga tantôt? C'est ça, excuse-moi, c'est Taiga, tu as bien raison. Et ça, tu sais, c'est que Taiga a vraiment parti le bal, mais là, Okay. là, les grands de l'industrie s'en viennent vers ça. Là, cette année, c'est des débuts timides, c'est limité, ces modèles-là sont limités au tour opérateur, avec exemple, à la porte d'un hôtel, ils vont faire un petit circuit avec un guide de 30 km. Pas de longue distance pour l'instant. Non, parce que, écoute, c'est l'autonomie qui va être le problème. Ben oui, c'est ça. Parce que la performance et l'électricité, ça ne va pas vraiment ensemble, sauf s'ils ont le moyen. Mais je pense que les ingénieurs vont y arriver. Ben oui. Parce qu'à chaque année, on pense, là, ils sont rendus au bout, il n'y a plus rien. C'est le contraire. Ils nous sortent toujours Ils avancent. des choses. Oui. OK. Ben, parlant dans le bilan de l'hiver, on va parler des quads. Quand on parle de quads, c'est les 4 roues traditionnelles puis les côte à côte. Ouais. Est-ce que je n'oublie? Ouais. Y a-t-il autre chose que ça? Non. Ce qu'on appelle les quads au Québec, c'est ça. Il y a pas ça des autoquads puis des motoquads, puis en tout cas, ils sortent toutes sortes de noms. Mais un 4 roues, un côte à côte, c'est comme ça. Okay, j'ai une question pour toi d'observateur. Mettons que tu as le choix de t'acheter une motoneige puis une quad, sachant que le quad, tu peux rouler 12 mois par année, mais il me semble que le quad devient un choix plus intéressant. Je me trompe-tu? Ça se compare pas. Ça se compare pas. OK, c'est ça que je m'attendais à ce que tu me dises, ça n'a rien à voir. Aucune comparaison, ça n'a rien à voir. Mais le quad, si quelqu'un avait un véhicule qui va rouler 12 mois par année, c'est sûr qu'il est mieux de s'acheter un quad ou un autoquad. Oui. Mais si quelqu'un veut vivre la sensation d'une motoneige, ben, ça ne se compare pas. Tu ne peux pas. Le contrôle, la suspension, la différence, c'est pour ça qu'ils ne sont pas dans le même sentier non plus. Hein. Alors, on pourrait pas dire, moi, je pourrais pas dire que les quadistes, c'est des anciens
des anciens conducteurs de motoneige? Il doit en avoir à travers, là, mais... C'est les deux. C'est les deux? C'est des deux bords, OK. Bon, écoute, il y a eu un sondage de la Fédération de motoneige à un moment donné qui posait la question aux gens, qu'est-ce que vous faites comme activité? Mettons, premier, il dit la motoneige, deuxième, le quad, troisième, la chasse, la pêche. Tu sais, c'est tout le même monde qui font tout ça. Ça gravite OK. vraiment autour des mêmes adeptes. Comment on se partage le territoire? Je sais qu'au début, mettons, il y a 15 ans, je dis peut-être n'importe quoi, mais 15-20 ans, les quadistes étaient dans les jambes des motoneigistes, ça chialait, c'est épouvantable. Est-ce qu'aujourd'hui, on travaille mieux? Est-ce qu'on, des fois, on partage les sentiers ou on fait des sentiers parallèles? Comment ça marche, grosso? Bon, là, premièrement, il y a deux fédérations. Il y en a une pour le quad, il y en a une pour la motoneige. OK. Les deux fédérations ont créé un réseau de sentiers qui sont différents. Oui, ça peut arriver, exemple, quand il y a un pont à traverser, que ça va se partager sur le pont, mais après ça, chacun prend son coin. OK. Et puis là, tu sais, c'est vraiment, non, ça va bien, là. C'est ça qui va arriver. La chose que j'ai vue, moi, c'est que souvent, les gens, par méconnaissance, vont se tromper, tu sais. Les poteaux rouges à la motoneige, les poteaux bleus, c'est le quad. Ça m'est arrivé, je me suis fait regarder, moi, l'année passée, je suis allé, je me suis trompé on était sous les fameux fils électriques. Fait que là, je voyais moi, je connaissais pas les couleurs. Fait que là, il y en a un qui m'a fait signe, hey, t'es pas à bonne place. C'était correct. Il m'a pas sauté dessus, il m'a juste fait signe gentiment. Tasse-toi, mon oncle. Ça, les novices, il y en a, puis des novices, il y en a eu beaucoup. Avec la pandémie, beaucoup de gens sont achetés des quads, beaucoup de gens sont achetés des motoneiges. C'est tous ces gens-là, là. Il faut qu'ils apprennent, il faut que tu leur laisses le temps. Il faut pas être dur, comme le monsieur t'a fait, il faut arrêter, il faut l'expliquer à personne. Il faut lui montrer les signaux pour dire il y a quelqu'un en arrière, on est 4, on est 5 avec la main, tout ça. Il faut tout expliquer ça aux gens. Tu sais. Quand c'est fait de façon responsable, dans le respect de la nature, du milieu et de ses capacités, c'est deux loisirs que tu peux t'amuser vraiment beaucoup. Bon, on va parler de la chasse automne-hiver, donc un petit bilan de la chasse avec Julien, c'est toujours agréable. Qu'est-ce que ça dit en gros? En fait, la chasse, dans les deux cas, l'orignal, dans le cas gibier, l'orignal, chevreuil, ça a quand même bien été. Les résultats étaient bons, puis il y en a des gibiers. L'orignal a baissé un peu. Tout le monde se pose des questions, mais personne, tu sais, j'ai écrit, puis je me suis fait dire des méchantes choses, parce que c'est ça souvent, les médias sociaux. Mais tu sais, le gros problème, la grosse saison intensive de chasse à l'orignal, la météo, il faisait trop chaud. Puis l'orignal, c'est un animal de froid, c'est pas un animal de chaleur. Donc, lui, quand il fait 28 degrés dans le jour, là, il se cache dans les talles de bois à l'ombre. À l'ombre, OK. Puis sur le dessus des montagnes, au vent, ça, lui, il n'est pas fou, hein, il va aller se promener. Puis par contre, c'est pour ça que les gens me disaient, ben là, je les entendais la nuit, mais pas le jour, c'est sûr. La nuit, il faisait plus frais, là, il était actif, même pendant la saison des amours, les accouplements, tout ça. Mais il appelait dans le jour, il ne venait pas parce qu'il faisait trop chaud, il ne bougeait pas, il faisait la nuit. C'est parce qu'on ne peut pas contrôler ça. Les changements climatiques existent, mais pour le chevreuil, ben moi, écoute, le chevreuil, ça dépend des régions. Il y a des régions qui en ont beaucoup, des régions qui en ont moins. Mais dans l'ensemble, il y a 250 000 chevreuils au Québec, il y a 135 000 permis vendus. Il y avait un taux de succès de 35-38 %. C'est bon, ça? Oui. C'est bon, c'est 1 sur 4 à peu près qui tire un chevreuil. C'est énorme parce que moi, je me souviens quand j'ai commencé ça, mon vieux, quand ça voyait passer une tache de poêle, là, t'en regardes aller, hein? Aujourd'hui, moi, personnellement, je pratique. Puis ça, c'est une chose. J'ai pas besoin d'une loi, puis j'ai pas besoin d'un règlement pour m'obliger à pratiquer une protection des gibiers. Parce que moi, souvent, j'ai développé un terrain de chasse avec des amis, puis nous, on a décidé de le faire volontairement, de laisser passer certaines portions de population, de ne pas abattre. Moi, par exemple, une femelle qui a un jeune veau, je n'abats pas la femelle ou le veau, je les laisse passer, je les laisse vivre. Un jeune mâle, je le laisse aller, tu sais, je veux créer une population. Aujourd'hui, là, écoute, l'automne dernier, j'étais assis dans ma cache, j'avais 6 chevreuils devant moi qui mangeaient mes pommes. Tu sais, je veux dire, mais au début, il n'y en avait pas beaucoup, je te le dis, mais là, on les a développés. Fait que il faut aider la nature, mais il faut arrêter de se plaindre. Dis-moi, Julien, comment on mesure le succès ou l'insuccès? C'est-tu juste le nombre de prises qui mesure un succès? Le nombre de permis vendus par rapport au nombre de gibier abattu. C'est comme ça qu'on fait une moyenne. C'est là qu'on sort le chiffre. Puis je voulais dire aussi que j'invite les gens à faire une chose. Au lieu, parce que souvent, en orignal, c'est un permis, 1 pour 2. Des fois, 1 pour 3, 1 pour 4, ça dépend des endroits. Ouais. Le chevreuil, c'est chacun un, mais la plus belle chasse, là, c'est le petit gibier. C'est une chasse sans stress. Tu te promènes doucement en forêt, il fait beau, les odeurs d'automne, c'est fabuleux. La perdrix, le lièvre, dans le fond, c'est un peu ça. Tu vois un petit oiseau de perdrix, t'arrêtes, tu dis, bon, celle-là, tu sais. Puis on fait des belles rencontres entre amis, on fait des bonnes bouffes, c'est super le fun. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il faudrait initier toute personne qui va à la chasse. La petite chasse?
Ben oui. Commencer par la petite chasse. Et là, en passant, la popularité de la chasse est bonne, je voulais te le dire. Là. Il y a 20 au-dessus de 20 d'augmentation dans les cours de maniement, d'armes à feu, tout ça, pour créer de nouveaux chasseurs à chaque année. Fait qu'il y a encore du monde qui veut aller à la chasse. Puis je t'expliquerais que les dames sont très présentes. C'est vrai, les hein? jeunes. Il y en a de plus en plus. Ben, écoute, les dames, c'est simple. Moi, j'analyse ça comme ça. Puis pendant des années, monsieur a la chasse, madame a travaillé. Là, madame est retraitée. Fait que là, elle dit à monsieur, à ça, tu ne pars plus tout seul, mon homme, là. On y va ensemble. Je vais avec toi. Elle suit ses cours, puis elle va avec lui. Il y a beaucoup de femmes comme ça que j'ai rencontrées qui me disent, écoute, avant ça... Qui sont joints au plaisir. Oui. Ben oui, c'est sûr. Parlons de la pêche maintenant. Est-ce que la pêche continue de croître ou si l'intérêt s'essouffle? Non, la pêche, ça va très bien dans la pêche. Écoute, les pourvoiries se remplissent, les réserves, ça se remplit, les écs, il y a du monde partout. La pêche, c'est simple, c'est facile, c'est pas compliqué. Tu sais. Ça coûte pas trop cher quand même. Je dirais que c'est d'entrée de jeu, là, c'est d'entrée de gamme. Ben, c'est ça, tu sais. Puis en mer, encore là, tu peux pêcher ici, sur le bord du fleuve. Là, la promenade, sur le bord du Saint-Laurent, ici, là. Ben, les gens, il y en a qui pêchent le brochet, le doré dans le fleuve à Gué, là, à partir du bord. Tu peux faire ça. En Gaspésie, partout ces quais, tu peux pêcher. Tu sais, c'est la chose la plus simple. Si tu décides d'aller tu peux pêcher sur des lacs qui sont sur les terres publiques. Tu peux aller dans une ZEC où tu vas payer moins cher, ou tu peux aller dans des auberges fabuleuses qui vont te faire vivre la vie de château, comme on dit, en pleine forêt, puis qui vont t'offrir de la pêche de grande qualité aussi. Tu sais, la palette est grande pour la pêche parce que tu peux le faire très, 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 très simplement avec ta petite tente à toi et tes affaires. Après ça, tu peux avoir des chalets que tu vas louer. Tu peux aller dans des pourvoiries. Fait que, selon tes besoins, selon tes intérêts, tu peux. Mais je veux prendre 2 secondes, Julien, pour parler un peu des pourvoiries. Je sais que tu avais écrit il y a une couple d'années qu'il y avait des périodes de tremblement d'un pourvoirie, c'était plus difficile, puis tout ça. Fait que, est-ce que la pandémie était bonne pour eux autres? Est-ce que ça a été... écoute, c'est rétabli. Okay. La pandémie a amené les gens à découvrir les pourvoiries du Québec. Okay. Parce que souvent, les gens disaient, ouais, là, je viens de la chasse, Ils se sont découverts. Ils sont allés vivre la villégiature. Aujourd'hui, la majorité des pourvoiries, il y en a, ont des outils, des kayaks, des planches à pagaie, ils ont des pédalos. Ils sont équipés. Ils ont des jeux pour les enfants. À certains endroits, ils ont même des plages avec des jeux d'eau sur l'eau, comme on voit au village vacances de Valcartier. Ils ont tout ça, là. Il y a des gens qui surveillent les plages. Tu veux dire, ça a beaucoup évolué, les pourvoiries. T'es pas obligé très familial, dans le fond. Ce que tu me dis là, c'est familial. Oui. Tu sais, t'es pas obligé de passer 10 heures assis dans le chaloupe pour prendre des poissons, là. Tu peux faire bien d'autres choses que ça, puis sans compter que plusieurs pourvoiries ont développé un volet, je te dirais, gastronomique, pas juste des repas, mais maintenant, comment faire de la truite fumée, comment faire ci, comment faire ça avec nos poissons. Les pourvoiries ont développé ça. Ils font un short lunch, ils vont t'inviter, tu pêches, puis ils vont dire à midi, soyez à tel endroit. Tu arrives là, il y a une structure, il y a une grosse cabane qui est installée, il y a un feu qui brûle avec les poêles, puis tu peux manger du poisson ou manger un repas qu'eux vont te préparer. Si c'est un jour lunch, ça fait quelque chose de spécial. C'est agréable. Ils ont vraiment développé beaucoup. Puis dis-moi, les pourvoiries, il y en a qui sont ouvertes l'hiver parce que ça devient des relais de motoneige. Rêves-tu? Beaucoup. Il y a plusieurs pourvoiries qui, dans des régions comme la Mauricie, comme les Laurentides, même ici dans Charlevoix, en descendant partout, les gens maintenant peuvent aller en motoneige. Ils peuvent rester à pourvoirie puis faire des boucles. Comme une marguerite, tu veux faire des circuits autour de la pourvoirie. Si les pourvoyeurs connaissent leur territoire, ils peuvent les amener voir des beaux panoramas, très beaux panoramas. Et puis après ça, leur faire prendre du poisson, en prendre soin, leur faire vivre toutes sortes d'expériences. Écoute, il y a même des compteurs dans certaines pourvoiries pour entretenir les gens le soir. Fait que, écoute, tout est possible. Puis, la motoneige, ça amène ça aussi. Puis l'hiver, ils sont ouverts. Puis je veux dire que les pourvoyeurs, maintenant, ils commencent à trouver que les motoneigistes sont très gentils. Dis-moi, Julien, on n'a pas parlé, mais c'est dans l'air tout le temps, puis ça va l'être pour les prochaines années, le fameux réchauffement de la planète. Il y a certains chasseurs qui disent on commence à avoir des caribous autour du lac Saint-Jean, c'était pas le cas avant, ça dégèle en haut, ça descend vers le bas. Qu'est-ce que ça amène comme changement, entre autres en ce qui concerne la faune des changements climatiques? Écoute, les changements climatiques, ça amène un peu de changement de comportement, comme je t'expliquais un petit peu tout à l'heure. Okay. L'orignal, à la fin septembre, ces dates là, de la période, le sommet, là, si on peut dire, le rut, là, c'est normalement entre le 25 septembre et le 30 septembre. Tu sais, c'est pas mal les 24, 20, 30. C'est vraiment les 5-6 jours les plus actifs. Okay. Et là, à ce moment-là, d'habitude, on les voyait, on faisait des appels, on collait, ça sortait. Là, ils ont modifié. Là. C'est que ça amène beaucoup de modifications. Et ça amène effectivement des espèces qu'on ne voyait pas apparaître. Moi, quand j'avais mon camp à Manic 5, au début, quand j'étais là, on ne voyait pas de marmotte, on ne voyait pas d'oiseaux comme on voyait à la fin. Quand ça, j'ai tout vu évoluer.
Tu sais, c'était le pergénisol. Bon, c'est ça, que le sol t'a gelé à l'année, mais là, c'est plus vrai, là, c'est ça? Pas là-bas où j'étais, moi, j'étais quand même au nord-ouest, au sud-ouest de Manic 5, j'étais loin, là. Puis on avait évolué la nature, on avait arrivé des espèces, on avait arrivé toutes sortes de choses qui n'étaient pas là avant. Fait que ce que ça amène d'autres espèces, mais il ne faut pas trop que ça nous amène d'espèces exotiques qui sont difficiles pour notre population faunique au Québec. C'est ça qui pourrait arriver, mais je pense que ça va s'arrêter. Mais moi, ma philosophie dans ça, Gilles, c'est que la Terre a vit un cycle. Tu sais, tout le monde dit les changements climatiques, il faut faire quelque chose, mais excuse, mais on ne pourra jamais donner. On n'aura jamais d'outils pour empêcher les tornades, on n'aura jamais d'outils pour empêcher les déluges, on n'aura jamais. Tu sais, ça n'existe pas, ça, là. Puis pendant la pandémie, même si les avions ne volaient plus, il y avait quand même des catastrophes naturelles, puis il y avait quand même des périodes de chaleur, tout ça. Il n'y avait plus de couche d'ozone qui était affectée. Là. On peut aider, Oui. mais on ne peut pas empêcher ça, c'est clair. Non, c'est ça, c'est clair, parce qu'il y a un spécialiste américain qui est sorti, puis lui, il n'en parle pas trop parce qu'il déjoue tous les grands spécialistes qui se créent des carrières à discuter de l'environnement. Lui, il a dit, c'est simple. Le soleil, s'il se tache d'1 degré d'un côté, c'est la sécheresse à grandeur de la Terre. S'il se tache 1 degré de l'autre côté, c'est l'ère glaciaire qui recommence. C'est un équilibre qui est sensible. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas. Comment tu veux qu'on montre, on dit au soleil, toi, tu ne bouges pas, là. Faut pas que tu bouges. Oui, il faut rêver en couleur. Il ne se passera plus rien. Non, c'est ça, effectivement. Puis d'ailleurs, les chances que nous autres, les êtres humains, on disparaisse sont pas mal plus grandes que la Terre disparaisse. Elle va se reformer, elle va se refaire, elle va changer, mais nous autres, c'est sûr que l'être humain a plus de chances de disparaître que la planète elle-même. Regarde les fouilles qu'ils font partout, ils trouvent des nouvelles, des nouveaux peuples, des nouvelles structures. Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait là? C'est parce que la Terre était autrement avant. La montée des eaux des océans qu'on crie toujours aujourd'hui. Regarde combien de villes sont trouvées sous l'eau. Parce que l'océan n'était pas là avant. Ils ne sont pas bâtis sous l'eau, ces gens-là. Les rivières qui n'étaient pas là. Non, c'est sûr que ça a bougé. Parce que c'est sur tellement d'années qu'on ne le voit pas, on ne l'a pas d'en face. Mais... c'est parce qu'avant, anciennement, il n'y avait pas les médias d'information comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'information instantanée. Tu sais comme moi, s'il y a un tremblement de terre à l'autre bord de la Terre, on le sait en dedans de quelques minutes. Ouais. On a la nouvelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 300 000 ans, il y a 400 000 ans, il y a 500 000 ans. C'est moins sur Twitter un peu, là, ça se peut. C'est ça que... Julien, je veux que... Oui. Ça, c'est dit. Oui, excuse-moi. Non, vas-y, il n'y a pas de problème. On pourrait jaser 15 heures, nous autres, il n'y a pas de trouble. C'est le fun de parler de ça, par exemple. Je veux qu'on parle des régions du Québec parce que tu écris beaucoup sur les régions du Québec. Tu as le bonheur de bien connaître les régions. Puis je veux avoir tes coups de cœur puis les insoupçonnés là-dedans parce que même si on a une vie, on n'a pas le temps de tout faire les... Tu sais, il y a bien des gens qui vont dire, je suis jamais allé dans la région de l'Outaouais. Il y en a qui vont dire, je suis jamais allé sur la Côte-Nord, je suis jamais allé à telle place. Toi, tu t'écris beaucoup là-dessus puis tu connais beaucoup les régions. Fait, dis-moi, mettons que tu avais une couple de trucs, là, des gens qui nous entendent, des places qu'il faut aller absolument. Écoute, je pense qu'il faut sortir des sentiers qui nous amènent toujours en Gaspésie, par exemple. OK. Tu parlais de la Côte-Nord. Moi, personnellement, je considère que la Côte-Nord, en allant jusque vers Sept-Îles, ces endroits-là, c'est magnifiquement beau. Il y a des plages à perte de vue. Il y a des endroits formidables à découvrir. Tu sais, Port-Cartier, Sept-Îles, c'est un coin fantastique. Je veux dire, si on monte vers Blanc-Sablon, même, il y a des. Moi, j'ai monté jusqu'en haut de Blanc-Sablon. J'ai même été à Terre-Neuve par la route là-bas. Tu sais, je veux dire, il y a des régions qui sont formidables. Mais mes coups de cœur, si tu veux que je te dise, le dépaysement total, c'est vraiment la Côte-Nord qui nous l'offre. Quand on monte, comme je te dis, le plus à l'est possible, vers Natashquan, ces coins-là, Tête à Baleine, tout ce coin-là. Ça, c'est le dépaysement total. Naturellement, il y a Shefferville, ces villes-là au nord. Mais là, c'est plus un fleuve en avant, c'est la mer en tabarouette rendu là. C'est le golfe, c'est grand, c'est grand. Écoute, j'ai vécu une expérience à Blanc-Sablon. On était ensemble, ma femme était avec moi, tout ça, on était un petit groupe. On mangeait dans la salle à manger de l'hôtel, du homard, le capelin roulait, il y avait une baleine, puis il y avait un iceberg en arrière. Tout ça dans le même décor, là. Ouais, es-tu capable d'avoir ça? Puis à la fin du repas, le monsieur qui possédait l'hôtel avait un gros Zodiac et nous a amenés au iceberg, puis il a cassé de la glace pour mettre ça dans des verres pour qu'on prenne un scotch sur glace d'iceberg. Tu vis ça au Québec. Tu vis pas ça sur la Lune, tu vis ça au Québec. En voyant l'iceberg, tu as pensé au Titanic, évidemment. Ben oui, quand je l'ai vu aller, mais au moins, là, on avait les Zodiac. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est ça, on a des richesses incommensurables qui existent et que les gens ne voient pas beaucoup. Tu sais. Dans la Naudière aussi, il y a des endroits formidables. La montagne du Diable, il faut le voir une fois dans sa vie. Tu sais, c'est des endroits, Chaudière-Appalaches, il y a des sites là, qui sont assez fantastiques. Puis,
Anticosti, pour moi aussi, ce sera toujours une histoire d'amour. Tu sais, Tu y retournes souvent? Est-ce que tu y vas chaque année? Ben, je vais dire franchement, les gens vont peut-être être un peu choqués de ce que je vais dire là, mais c'est par quand j'en ai profité, il faut te le dire. Ça fait 47 ans que j'y vais 2 fois par année pour la chasse et souvent l'été au moins une fois. Ben voyons donc, tu es allé plus de Oui. 100 fois. Oui. As-tu vu bien des changements au fil des 30 années, mettons? Oui, j'ai vu évoluer surtout le village, ces choses-là. Mais la nature est restée telle quelle. Les gens là-bas sont respectueux. Les gens n'abusent pas de la nature. Tu sais, c'est un peu un petit cocon. Moi, je dis que c'est un continent dans un continent. Pour moi, l'île d'Anticosti, c'est complètement différent d'ailleurs. C'est une île qui est sortie du fond de l'océan. Tu marches là, sur une plage, tu ramasses des coquillages puis des choses qui viennent du fond de la mer. Tu regardes, ils sont là à tes pieds, là, tu marches dessus. Là, puis, tu vois des phénomènes. Il y a même des endroits, il y a des cimetières vikings, il y a toutes sortes de choses comme ça. C'est là, c'est à l'île, là, c'est à côté. Là, les gens ils peuvent y aller. Puis la nature est restée tellement belle. Moi, j'ai toujours dit aux gens, à un moment donné, que dans mon ancienne vie, j'étais probablement une épinette de l'île d'Anticosti ou une roche de la rivière Georges. Parce que tu t'es jamais lassé d'y aller, dans le fond, c'est ça que tu me dis? Ah non. Moi, j'y vais tous les ans. Puis toutes les fois que je passe, j'ai toujours un pincement au cœur en me disant j'espère que c'est pas la dernière fois. J'adore ça, j'aime ça, je me sens bien, puis c'est beau. Puis il y en a qui se sentiraient isolés, moi, pas du tout. T'es-tu plus pêche ou chasse? Qu'est-ce que t'aimes? Tu vas-tu à la période où on peut faire les deux ou t'aimes plus... Non, il n'y a pas les deux là-bas. Ça n'existe pas, le croisement des deux? OK. Non, il n'y a pas de croisement. Ben, il y en a un croisement qui se fait dans un camp qui s'appelle Jupiter 12, mais ça, c'est pas vraiment dans mes moyens financiers. Là. Mais pour le reste, là, tu peux y aller. L'été, c'est super. Il y a beaucoup de villégiatures l'été. Il y a des épaves tout le tour de l'île. Tu sais qu'il y a au-dessus de 1000 épaves qui sont autour de l'île. Je suis allé une fois, puis j'ai été ébahi, j'ai été renversé, j'ai adoré ça. Mais, écoute, comme le gars qui est jamais allé, tu vas rire, Julien, quand j'ai vu tous les camions avec les grosses barres de fer en avant, le gars il disait non, tu vas voir que c'est pas juste une apparence, c'est pas cosmétique. Non. Tu vas voir que tu vas en voir des chevreuils, là. Écoute, moi, je me rappelle, j'étais sur l'île un été avec mes enfants, tout ça, puis on était arrêtés. Il faudrait laisser passer des chevreuils. On a compté 24 quand on a réussi à passer. Passer 24 chevreuils en avant de nous autres avant qu'on puisse avancer que le camion, tu sais. Fait que, écoute, c'est fabuleux. C'est une île fabuleuse. Puis il y a des légendes là-bas. L'histoire du Québec aussi est mêlée là-bas. Tu sais que les Allemands ont failli acheter l'île pour contrôler l'entrée du golfe Saint-Laurent. Là. C'est stratégique, pas à peu près. C'est très stratégique. Tu sais, tu passes automatiquement, tous les bateaux passent là pour s'en venir vers Québec, vers Montréal, la voie maritime. Tous les bateaux passent là. Puis tu les vois, là, des fois, tu es à l'île, tu vas passer des gros paquebots au large. Puis, tu vas passer des paquebots de passagers ou tu vas passer des bateaux de croisière, c'est-à-dire puis des paquebots. Là. Tout ça, l'île, c'est vraiment spécial, mais il y a aussi des belles choses sur notre continent. Un peu partout, oui. Ben, tu vas dans la réserve Saint-Maurice, puis il y a un endroit qui s'appelle le Steamboat. C'est que tu marches, tu arrives à un endroit, il y a un rocher qui est là. Tu jurerais que c'est un bateau à vapeur qui a été sculpté dans la roche, qui a été placé là par quelqu'un. Puis c'est vrai. Tu n'as pas besoin de te tordre l'esprit longtemps. Il est là, tu sais. Fait que si, en tout cas, on pourrait en parler d'endroits. Mais dernier point que je veux qu'on parle pour ce balado-là, je veux qu'on parle du tourisme. Parce que c'est une industrie qui est importante, puis il y a beaucoup de gens. Le tourisme au sens large, il y a bien des Québécois qui voyagent au Québec. Il y a des Canadiens qui viennent au Québec. Il y a des touristes internationaux. On parlait tantôt, quand on a évoqué la motoneige des Français, entre autres des touristes français qui aiment bien ça. Mais jusqu'à quel point le tourisme est important pour le plein air au Québec? J'imagine que c'est majeur. C'est très, très important. Oui, c'est majeur parce que ce soit du reste du Canada ou d'Europe, tout ça, les grands espaces du Québec font rêver. Puis on a la chance d'avoir enfin des organisations qui vont là-bas, qui vendent le Québec, mais de la belle façon. Soit la liberté, la nature à l'état pur. Et écoute, tu es allé en Europe comme moi. Moi, je me rappelle, on était en France. On a traversé 4 pays en 4 heures de route. Ah oui. Le Luxembourg, puis tout ça. Ici, en 4 heures, moi, j'avais amené j'avais connu des gens, j'avais été dans un salon de chasse-pêche en Europe, en France, à Chalon-sur-Saône, puis j'ai rencontré des gens qui étaient là, des journalistes, puis je les avais invités. Si tu veux venir au Québec, viens-t'en, je vais t'amener pêcher, tout ça. Et je les ai amenés à mon camp de pêche. Mais moi, pour aller au camp, il fallait que tu roules de Québec à la base d'Hydravion, c'était 6h30 de route. Et bâtins. Puis après ça, c'était à peu près 20 minutes d'Hydravion. Et ces gens-là, ce que ces gens-là ne comprenaient pas, c'est est-ce que je suis encore vraiment au Québec? Vois-tu? Ils ne comprennent pas ça. Puis, tu sais, j'ai dit dans ce salon-là, d'ailleurs, un Français, il me parlait que je vais aller chez vous, là, je vais pêcher le Charles, le saumon, j'ai dit, combien vous venez de temps? Il dit,
10 jours. J'ai dit, j'espère que vous avez un bon hélicoptère pour vous transporter. Mais pourquoi? Ben, j'ai dit, les distances, monsieur. Là. Le saumon est en Gaspésie, puis le Tchad est au nord. Puis là, tu sais, il ne me comprenait pas. Il y avait une carte du Québec. Ben J'ai dit, oui. voyez-vous la baie du Son, là? Il dit, la France, elle rentre dans ça. Puis il dit, autour de ça, c'est le Québec. Le gars me regardait. Il avait quasiment l'air de penser que je riais de lui. Mais tu sais, on a une nature au Québec et les touristes viennent chez nous. Parce qu'en plus, on a des structures intéressantes. Tu sais, les pourvoiries, les réserves phoniques, les ZEC, tout le monde. Tu peux te débrouiller. Les terrains de camping, il y en a partout, bien organisés. Beaucoup de gens, tu les vois souvent l'été, ils louent des motorisés, des petits Classe C, là, Canada Aventure, ces choses-là. Bon, ça, c'est la grosse mode présentement en Europe. Les gens viennent ici, ils louent ça, puis ils se promènent. Ils vont, tu sais, les touristes avant, ils partaient, ils arrivaient ici, ils voulaient aller au chute Niagara. Puis ils voulaient voir le château Frontenac, puis ça arrête à C'est drôle ce que tu dis, mais tu sais, pour avoir parlé à quelqu'un qui travaille au château Frontenac, il me disait, non seulement il voulait faire ce que tu dis là, mais il venait pour 4 jours, puis il voulait faire les chutes Niagara, il voulait peut-être aller voir aussi Montréal, il voulait aller faire un petit tour à Ottawa, il va revenir à Québec, il voulait voir la baie James, puis peut-être aussi le trou de Percé. Mais là, le gars, dans 4 jours, oublie ça. Là. Il n'y a aucune notion. Les distances 0-0. Écoute, il n'y a pas parce que c'est tellement grand ici, tu sais. Tu sais comment ça marche, comment en France, tu roules, tu sors des villages, tu rentres dans l'eau. Ouais. Il y a une pancarte jaune avec une pancarte avec une barre rouge, après ça, tout de suite après, il y a la pancarte bienvenue. Tu sais, mais ici, c'est pas ça. En tout cas, écoute, oui, le tourisme dans tous les niveaux. Que ce soit la botte à neige, n'importe quoi. On vient de se faire couper. Non, pas du tout. On est là. Moi, je t'entends très bien. T'as-tu eu peur qu'on soit coupé? Excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Julien, écoute, on est nerveux avec la technologie, mais pourtant, ça sonne impeccable. On est vraiment tout va bien. Je m'excuse auprès des gens qui vont écouter ça. Oui, j'étais un peu nerveux parce que je suis un gars de nature. La technologie, pour moi, j'ai encore besoin des techniciens qui viennent m'aider pour mon ordinateur, ces choses-là. Es-tu capable d'aller dans le bois sans avoir ton cellulaire? Ben, je vais toujours dans le bois sans mon cellulaire. Parce qu'il y en a qui s'organisent avec des tours, il y en a qui sont équipés maintenant. Écoute, c'est fou, là. T'es d'accord? Oui, j'ai toujours le cellulaire. Écoute, ce que j'ai, c'est un cellulaire, oui. Je le garde, mais il est fermé, je ne m'en sers pas. Si je peux m'en servir, comme maintenant on peut faire des appels par Internet, oui, je l'ai. Mais ce que j'ai avec moi, c'est un téléphone satellitaire. Au cas, au besoin pour la sécurité, c'est ça? Ben, écoute, j'ai passé au feu une fois dans ma vie, j'ai tout perdu. Dans un incendie, j'ai même été brûlé assez sévèrement. Dans le bois? Oui, en Haute-Sept-Îles, dans la réserve phonique Port-Cartier-Sept-Îles. Et puis, on a sorti à l'hôpital de Sept-Îles, on s'est emmené à Québec. Mais si je n'avais pas eu de satellitaire pour appeler les secours, on était pris là. On se parlait pas aujourd'hui, peut-être? Ben, en tout cas, on se parlerait peut-être différemment, tu sais, mais c'est ça qui m'a sauvé la vie. C'est pour ça que moi, j'ai acheté ça, puis je le traîne partout. En motoneige, en quad, il est dans mon sac à dos. Tout est là. Mais tu payes quand tu l'utilises. Je connais rien là-dedans. Parle-moi-en donc 2 secondes. Je sais qu'il y a des gens qui y pensent. Même dans ma famille, nous autres, on a 2 camps de pêche. Puis on se dit, on devrait-tu en avoir un? On vieillit, tu sais, on est rendu à 50, 60, 70. On y pense, mais on se dit, comment ça marche? On ne sait pas trop. T'achètes. On avait un, nous autres, au camp de pêche, qu'on laissait là. OK. Et puis, tu vois, quand j'ai passé au feu, j'avais tellement peur. Je le mettais dans une boîte en métal accrochée après un arbre sur le bord du lac. Je ne voulais pas qu'il reste dans le chalet. Je ne voulais pas que ça m'arrive encore. Mais oui, tu peux avoir de 2 façons. Tu peux l'avoir à la carte ou en abonnement annuel. Moi, je l'ai en abonnement annuel parce que je m'en sers tout le temps. Mais tu peux l'acheter pour une certaine période donnée. Puis tu vas avoir assez de minutes pour t'en servir pour tes camps de pêche, ces choses-là. Parce que, on vieillit, puis moi, j'avais même acheté un défibrillateur à la fin. Ah oui? Parce qu'on écoute, on vieillissait tous. Ça ne coûte rien, des défibrillateurs. Ça coûte 1 200 $ à la gang. Tu t'achètes ça, tu mets ça dans ton chalet. C'est simple d'opération, ça peut sauver... Clé du cœur, tu sauves la vie de quelqu'un, là, c'est sûr. Il faut juste savoir comment ça marche. C'est très simple quand tu vas le chercher. Écoute, tu mets les 2 panneaux sur la poitrine, là, et c'est la machine qui te dit « OK, pèse sur le bouton ». C'est rendu là, c'est rendu aussi sophistiqué que ça. Fait que, tu sais, es capable de le faire fonctionner facilement et ça sauve des vies. Bon, et quand tu es isolé, comme vous autres, je ne sais pas si vous êtes isolés beaucoup, moi j'étais très isolé. Pas tant que ça. On voyageait juste en hydravion, nous autres. Non, on n'est pas là. Nous autres, on est dans la réserve Port-Neuf, on est ailleurs. Là. Je veux dire que c'est 30 km, 40 km dans le bois, mais il y a des chemins, puis il y a du monde autour. Tu sais, c'est pas si mal. C'est juste que quand il faut agir rapidement, on se dit que ce sera une sécurité qu'on devrait avoir. C'est toujours mieux d'avoir ça. Il ne faut jamais se priver de ça. Puis être membre aussi d'Air Médic, moi, je trouve que toute personne qui va en forêt devrait être membre d'une organisation. Comme Air Médic, il y en a plusieurs. Là, je dis Air Médic, mais il y en a parce qu'il est connu, là, c'est ça. Oui. Ben, c'est ça, tu sais, mais pour se sortir...
Moi, j'ai été malade au camp de pêche, puis j'ai sorti immédiatement à l'hôpital de Bécomo. Grâce à ça, j'ai appelé, puis ils sont venus me chercher, puis envoyé à l'hôpital. Tu sais, ça a été... Tu sais, c'est le fun de te parler, Julien. Tu as tout vécu. Tu as eu le feu, tu as été malade, tu as défibrillateur. Tu sais, quand tu n'as fait 30-40 ans, tu as tout vu. Tu as vu toi et vedette dans le bois, les premiers ministres. Fait que, finalement, on n'a pas fini de se parler. J'ai eu la chance de chasser avec des gens, surtout à l'époque où le caribou était populaire dans le monde entier. Les plus grands chasseurs au monde venaient chasser le caribou au Québec. Puis tu sais, il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi, mais j'ai chassé, moi, avec le frère du chat d'Iran. Ah oui? Qui était un des plus grands chasseurs au monde. Et qui avait avec lui son garde du corps qui buvait ou qui goûtait tout ce qu'il y avait devant lui. Oh mon Dieu! Tout le temps. Parce qu'il avait tellement peur d'être empoisonné, c'était ça. Même s'il était ici. À côté de lui, il y avait un Hawaïen, M. Yamamoto, je ne sais pas trop quoi. Là. Lui, c'était le plus grand chasseur au monde à cette époque-là. Il nous a invités à Hawaï dans sa maison avec un buffet de sushi, une montagne de glace pleine de sushi. Tu sais, c'était des affaires de fou, tu sais. Je veux dire, oui, j'ai pu vivre des choses fabuleuses. Et surtout, en finissant, je te dis une chose, Gilles, puis aux gens qui nous écoutent, j'ai été chanceux. J'ai vécu de mes passions. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde, effectivement. Ben, merci beaucoup, Julien. C'est gentil. Puis on va te lire dans le Journal de Québec, Journal de Montréal tout le temps. Salut. C'est beau. Merci beaucoup. Salut.